Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs, les coachs, les indépendants à mettre leur santé au cœur de leurs priorités. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de vous présenter David Nicolas, peut-être que vous le connaissez déjà sans vraiment reconnaître son nom puisqu'il est le podcasteur derrière Limitless Project. Alors j'ai été attiré par la thématique de Limitless Project qui me tient également très à cœur, l'optimisation de notre santé, de la santé de chacun. Et c'est en écoutant quelques podcasts, quelques épisodes de David que j'ai vraiment accroché avec sa thématique, avec le ton qu'il utilise. Et donc j'ai eu envie de l'interviewer, interviewer un podcasteur, retourner les rôles et en savoir un petit peu plus sur sa carrière et comment il est arrivé à lancer ce projet. Ce qui m'a beaucoup plu lorsque j'ai découvert sa biographie, c'est que derrière effectivement ce projet, il y a un jeune entrepreneur de 31 ans qui a déjà une fameuse carrière derrière lui, mot d'ailleurs qu'il n'utilise jamais parce que c'est vraiment une expérience finalement de vie. Vous allez le découvrir, vous allez, je pense, comme moi, être attaché au personnage par son histoire et par le message qu'il véhicule et le message qu'il diffuse au maximum dans ses temps libres. Si vous avez des questions et que vous voulez vous intéresser un peu plus au projet de David, n'hésitez pas évidemment à suivre son podcast Limitless Project. Je donnerai tous les détails en description. Et d'ici notre prochain invité, prenez soin de vous. Eh bien, bonjour David, comment vas-tu aujourd'hui ? Je suis en pleine forme. Comme je te disais tout à l'heure, ma femme et ma fille sont parties en week-end. Du coup, j'ai 2 jours pour moi tout seul qui me permettent justement de travailler un petit peu sur la physio, qui est un domaine qui me passionne, d'aller courir et d'avoir un petit peu de temps pour moi tout seul. Et Excellent. d'enregistrer avec toi, ce qui est quand même déjà une très belle chose. Oui, tout à fait. Et en tout cas, je te remercie beaucoup du temps que tu m'accordes, parce que pour une fois, les rôles sont inversés. C'est toi qui es interviewé. On va en parler. C'est ainsi que je t'ai découvert. C'est à travers ton podcast qui traite de l'optimisation, du biohacking, de la performance de chacun. Mais est-ce qu'avant d'aborder ce sujet, tu me permets de revenir un peu sur quelques éléments clés, moments clés de ta carrière ? Avec plaisir. Alors, à 12 ans, quand je lis ton biographie, c'est ça qui m'a un petit peu attiré, c'est qu'à 12 ans, tu lances ton premier site Internet et à 15 ans, tu t'es lancé dans l'élevage de serpents et de lézards. Alors, dis-moi un petit peu, en tant que jeune ado, qu'est-ce qui t'a, dès le plus jeune âge, attiré dans ce monde de l'entrepreneuriat ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ton premier site ? Alors, je pense que j'ai été entrepreneur avant de savoir ce que c'était. Donc, en réalité, ce n'était pas du tout conscientisé de ma part. Et peut-être qu'un petit peu comme tous les enfants, j'admirais mon père qui avait toujours plein de projets, qui était extrêmement créatif. Il les a pas toujours menés à leur terme parce que c'était quelqu'un qui avait toujours plein d'idées, mais qui avait peut-être parfois du mal à les canaliser sur un seul et même projet. Mais pour autant, il m'a transmis cette énergie, tu vois, ce feu, cette volonté d'aller toujours vers l'avant, de faire, de créer. Et donc, quand j'avais 12 ans, donc je ne sais plus très bien en quelle année c'était, mais voilà, c'était le début d'Internet et lui avait fait des petits trucs avec FrontPage, je me souviens à l'époque, et il m'avait appris. Et donc, c'était un moment un petit peu privilégié que je pouvais passer avec lui. Et donc j'avais créé mon premier site qui s'appelait davidou.com où je relatais un petit peu ma vie en Bretagne. C'était un blog avant l'heure. Ouais. Mais tu vois, j'avais déjà un petit peu cette fibre entrepreneuriale. Je me souviens qu'on allait en vacances en Italie. Je voyais qu'il y avait des palmiers. Je trouvais ça super. Et du coup, j'avais pris plein de bébés palmiers que j'avais ramenés en France. J'avais fait un article sur mon site sur l'acclimatation de palmiers italiens. C'est Et ça. après, j'avais été les revendre sur le marché, tu vois, les bébés palmiers en Bretagne pour Magnifique. permettre aux gens d'en avoir dans leur jardin.
Donc, tu vois, j'avais déjà un petit peu ce truc-là. Puis après, les animaux, ça me passionnait et surtout la reproduction des animaux. Donc, je voulais toujours des animaux en couple et qui pouvaient se reproduire en captivité. C'est ça. Et j'adorais les observer, j'adorais aussi me renseigner sur tout le biotope, etc., comment s'en occuper. Et voilà, et donc j'ai eu des bébés, j'ai réussi, tu vois, des bébés lézards, des geckos léopards, etc., pour ceux qui connaissent, des serpents. Et c'est avec la vente de ces bébés que j'ai financé mon premier vrai business, conscientisé en tout cas en tant que tel dans l'adulte. C'est ça. Et donc, à 17 ans, tu te lances dans un business qui est opposé, ou quoique pas si opposé à la reproduction des lézards, puisque tu es dans le dating, la séduction, la sexy food. Qu'est-ce qui est. Plus tard, tu vas même avoir un accident de moto. On voit que tu es parti également dans les addictions. Donc, il y a vraiment cette recherche de sensations fortes pendant cette période. Est-ce qu'aujourd'hui, tu l'as dit, en introduction, tu es jeune papa. Est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre entre ce besoin de sensation, j'imagine, et cette sensation vibrante de vivre, et des activités, des passions qui sont avec moins éventuellement d'effets secondaires par rapport à justement ce besoin d'énergie, de vibration? Bah, tu l'as bien dit, je suis, je pense, naturellement quelqu'un d'excessif. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que je te disais au début par rapport à l'énergie. Tu vois, j'ai toujours Ouais, eu ce feu, cette énergie c'est d'aller ça. vers l'avant, cette envie de toujours plus. Et c'est vrai qu'elle a longtemps été dirigée vers la négativité, entre guillemets, en tout cas vers des travers qui sont pas forcément vertueux pour la santé ou l'équilibre, Ouais. tels que les drogues. J'ai plusieurs addictions à plusieurs drogues différentes, ou les sensations fortes, les filles, enfin voilà, donc toute cette et en fait, j'ai fait un virage vraiment à 180 degrés entre la personne que j'étais avant et la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et je pense que je suis toujours aussi excessif aujourd'hui. Simplement que j'ai utilisé cette énergie à bon escient, Ouais. c'est-à-dire celle d'essayer de maximiser mon énergie, mon potentiel humain et d'être dans un cercle le plus vertueux possible. Et bien sûr, le fait d'être père a participé à ça, mais c'est un mouvement qui a été entamé bien avant. Ouais, bien sûr. Il y a eu deux éléments déclencheurs. Le premier, ça a été le CrossFit. Je me Oui. suis inscrit sous la proposition de mon petit frère. On a 7 Wow. ans de différence au CrossFit. Et comme je suis quelqu'un d'un peu compétiteur, etc., j'aimais bien me challenger. Ça Et a donc, matché tout de suite. j'essayais d'y aller à fond. Ouais. Exactement, ça matchait tout de suite. Mais je me suis aussi aperçu à quel point le fait de boire une bouteille de vin tous les soirs, de fumer, de prendre de la MDMA le week-end quand je sortais en boîte, ça pouvait diminuer ma Oui. capacité à performer pendant mes WOD. Et donc, petit à petit, j'ai arrêté l'alcool, j'ai fait moins la fête, j'ai arrêté de fumer grâce à l'hypnose d'ailleurs. Mais je pense qu'il y avait une aussi bonne motivation intrinsèque. Et voilà. Et tu vois, j'ai commencé à entamer ce chemin. Et en fait, au début, c'est juste une petite lumière qui s'allume dans ta tête. Et puis, tu commences à creuser un petit peu. Et en fait, tu te sens de mieux en mieux dans ton quotidien. Mhm. Et je me suis aperçu que ce que je pensais être 100% de mon potentiel n'en était en fait que 50. Mais Mhm. j'avais pas encore ce référentiel à cette époque-là. Je Ouais. pensais être la meilleure version de moi-même alors que j'étais très très loin de l'être. Et quand tu commences à te rendre compte ce que c'est que d'avoir possession de 100% de ton énergie, de ta créativité, de ta productivité, de te sentir bien apaisé, bien avec toi-même, aligné, eh ben, ça te donne envie de continuer, tu vois. Et donc, j'ai commencé à creuser la nutrition, le sport, le mouvement Ouais. dans plein de niveaux, la méditation, les douches froides. Et là, je me suis dit, putain, il y a des ramifications dans tous les sens. Ouais. Il y a plein d'outils qui existent et qui me rendent chacun meilleur, même si au final, j'en ai testé qui n'ont pas fonctionné sur moi. Et tu vois, et je me suis retrouvé vraiment animé par une passion dévorante d'aller explorer un petit peu tout ça. Et c'est dans ce contexte que j'ai créé, t'en parlais tout à l'heure, l'Emile Test Project, qui est mon podcast dédié à l'exploration du potentiel humain, parce qu'il me permet de rencontrer des gens comme toi, par exemple, Ouais. qui ont des choses passionnantes à partager et qui me permettent moi-même de progresser et de façon collatérale tous les auditeurs qui écoutent. Tu viens de me résumer les deux ou trois questions que j'avais déjà en Pardon. réserve pour toi. C'est génial. On voit effectivement l'envie de partager. Et donc, par rapport justement à ces sensations, donc c'était ma question de départ, effectivement, un excès, mais finalement, si j'ai bien compris, cet excès, il n'était pas, il n'était pas anodin parce que tu avais cet excès de curiosité, tu l'as dit, par rapport aux palmiers, puis par rapport aux lézards et à leur reproduction, mais
tu avais quand même derrière une envie de comprendre. Ce n'était pas simplement une fuite vers l'avant, de se dire, ben voilà, effectivement, avec les addictions ou avec la moto, puisque dans ta biographie, on voit que ben, tu as quand même visiblement pas simplement fait de la moto à 60 km/h dans les petites rues de Bretagne, mais ben, tu as eu un accident relativement violent pour avoir des fractures assez importantes. Et donc, ce n'était pas simplement de se dire, ben voilà, j'ai besoin d'adrénaline, c'est un maximum d'énergie que je vais dépenser. Et par rapport à ta découverte, par rapport au CrossFit, est-ce que cette petite lumière, tu peux t'en souvenir le moment où tu te dis, mais mince, là, je suis vraiment dans la mauvaise direction, ou c'est venu petit à petit par rapport ben, par exemple, d'autres personnes qui pourraient effectivement aussi avoir cet excès de se dire, oui, je sais que c'est pas optimal, mais voilà, j'en suis dépendant. Comment est-ce que ça a grandi en toi, ce changement? C'est une très bonne question. Alors, déjà, il y a deux petites choses. La première, ça va être une petite parenthèse sur justement, tu parlais de la moto, etc. Je pense qu'à cette époque-là, je me pensais immortel. Et Vraiment? en plus de ça, j'avais pas peur de mourir parce que j'avais l'impression que la vie, elle devait être vécue à fond, et Ouais, même si elle était courte. Et ouais. en fait, quand tu commences à la remplir d'un tas de passion, de curiosité, de plein de projets, de choses que tu as envie de réaliser, bah, elle te paraît tout de suite beaucoup trop courte, donc tu as envie d'essayer de la faire durer le plus longtemps possible. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Après, pour répondre techniquement à ta question, euh, ça s'est fait vraiment petit à petit. Je pense qu'il y a vraiment un moment clé où la lumière s'allumait dans ma tête, Ouais, mais après, c'est un chemin. Et tu vois, je pense pas du tout être arrivé au bout de ouais. ce chemin, même si Bien j'ai sûr. l'impression d'avoir énormément évolué. Et quand je regarde la personne que j'étais il y a 1 an ou même 2 ans, j'hallucine à quel point j'ai changé, j'ai évolué. Et d'ailleurs, on peut même le voir, tu vois, dans mes relations sociales où j'ai des amis du coup qui sont de moins en moins en phase avec moi parce que bah, j'ai beaucoup évolué. Mais pour autant, ça s'est fait petit à petit, tu vois. Et je pense que le chemin est hyper important en réalité. Tu vois, parfois, quand tu comprends des choses, toi, en tant que thérapeute, en tant que coach, tu dois parfois vouloir permettre aux autres d'économiser le Ouais. temps du chemin, le temps de la réflexion, économiser les erreurs qu'ils pourraient faire. Alors qu'en réalité, je pense que, entre guillemets, ton rôle principal, c'est justement d'allumer cette lumière, de donner envie de marcher sur le chemin, de les mettre sur le chemin. Mais après, chacun doit avancer lui-même sur son chemin, pas à pas, sans attendre de résultats, sans attendre d'arriver tout en haut, tu vois. Il faut qu'il aime et qu'il apprécie ce chemin. Et moi, Ouais. c'est le cas, tu vois. J'ai apprécié chaque étape de ce chemin et ça s'est fait petit à petit. Et si on regarde, par exemple, les choses sous le prisme de l'alimentation, moi, j'avais une alimentation qui était clairement sous-optimale avec potentiellement trop de produits transformés, de la viande rouge, etc. Et, euh, et donc, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la nutrition, déjà à supprimer tous les produits transformés pour mettre des aliments bruts, à me dire que sur certains niveaux, j'avais peut-être besoin de me complémenter parce que j'arrivais pas à avoir mes quotas dans chacun des nutriments qui m'intéressaient, etc. Et puis après, il y a eu une étape suivante qui s'est dit, où je me suis dit, bah, plutôt que d'essayer de les complémenter, comment est-ce que je pourrais modifier mon alimentation pour avoir tout ce dont j'ai besoin. Et donc là, tu repasses une étape, tu vois, et en fait, à chaque fois, c'est une petite brique. Et donc, tu vas optimiser ton petit déjeuner, puis après ton repas du midi, puis après ceci. Et en fait, si tu essaies de tout changer du jour au lendemain, ça marche pas. C'est difficile d'adhérer au truc. Et Mhm. puis, c'est un trop gros changement pour le cerveau. Par contre, j'aime bien l'idée des mini-habitudes, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer de faire une séance de sport d'1 heure tous les jours, tu fais une pompe tous les jours et puis t'ancres cette habitude dans ta tête et après seulement tu l'optimises et tu rajoutes du volume parce qu'en plus tu en auras envie. Bah, tu vois, pour l'alimentation ou pour tout le reste, hein, ça s'est vraiment fait par briques. Et donc, petit à petit, j'ai ajouté des briques. Je les ai testés. Il y a beaucoup de test and learn. Tu vois, j'ai une Ouais. startup. J'aime bien cette logique itérative de découvrir quelque chose. Tu vois, tu vas me partager quelque chose. Je vais me dire, ouais, c'est intéressant. Je le teste. Je vois l'impact que ça a sur ma vie. Je garde, je supprime. Ouais. Et c'est vrai que tu le dis fort bien, hein, ce processus, ce chemin. Au départ, dans ma carrière, j'aimais bien prendre la description de mon métier comme étant initiateur de mouvement. Mettre les gens en mouvement physiquement, mais pour que mentalement, ils se mettent en mouvement et qu'ils se posent des Mmh. questions. Effectivement, tu dis, le chemin, il est super important. On est dans une société aujourd'hui où on a envie d'avoir des résultats tout de suite, hein. On devient champion du monde de jeux vidéo en une après-midi. Alors que si tu pratiques les sports, tu sais très bien qu'on ne devient pas champion du monde sur circuit du jour au lendemain. Donc, il y a un travail. Et ça, c'est vraiment pour moi la partie importante mon métier. Et grâce à des podcasts comme le tien et d'autres,
ben, on a ces informations qui sont disponibles. Je trouve qu'on vit quand même à une époque extraordinaire. Tu l'as dit avant l'interview, c'est que quand tu te balades, ben, tu écoutes des podcasts parce que c'est accessible. Moi, je suis né dans les années 70. Ça n'aurait été pas spécialement envisageable de se dire je peux aller me promener dans les bois et avoir quelqu'un qui m'enseigne sur la physiologie, sur l'optimisation, sur ce genre de choses qu'on n'avait même pas conscience. Et par rapport à ce que tu as vécu justement ce processus, en partant de la vitesse, des addictions et aujourd'hui à l'optimisation, est-ce que tu arrives à te sentir aussi vivant par des choses qui pourraient paraître de l'extérieur beaucoup moins intenses? Tu parles à quelqu'un qui est addict à certaines drogues, qu'une douche froide, ça va te donner des sensations. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi sexy. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te nourrir de ce cercle vertueux à ce point-là? Ouais, c'est hyper intéressant. Je rebondis juste sur les podcasts. Effectivement, pour moi, c'est un terreau hyper riche de connaissances, de savoir, de réflexion qui a accompagné mon chemin du début à la fin. Ouais. Et donc, je remercie notre époque de nous permettre d'avoir accès à ce type d'outils. Et tu vois, j'avais pas l'impression d'avoir, entre guillemets, une vie si déviante que ça à l'époque. C'est-à-dire que mon père, par exemple, est décédé d'une cirrhose du foie. Et en réalité, j'ai l'impression aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, je sais qu'il avait une alimentation qui n'était pas du tout adaptée, il buvait du soda toute la journée, etc. Et maintenant, on le sait, tu vois. Mais à l'époque, j'avais pas l'impression qu'il vivait de façon si déconnante, tu vois. C'est ça. J'avais l'impression qu'il passait quand même du temps à faire à manger, etc. Et j'avais pas l'impression qu'il faisait des erreurs dans sa vie. Ouais. Et pour autant, ça lui a coûté la vie, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir accès à beaucoup plus de connaissances, de pédagogie, justement, sur cette idée de santé. Donc, voilà, ça, c'était pour la petite parenthèse. Après, le comparatif entre, entre les drogues et la douche froide et le quinoa, c'est intéressant. Écoute, bien sûr, je pense pas que chaque petite brique, chaque petite routine prise indépendamment les unes les autres peut compenser une addiction ou des sensations fortes, etc. Mais par contre, tout ensemble, elles créent une puissance qui est 100 fois plus forte. Et comme je te le disais, tu vois, je me suis jamais senti aussi déjà heureux. Tu vois, avant, j'avais quand même une tendance de fond relativement dépressive. Là, je me sens heureux, aligné avec moi-même. C'est déjà rien que ça. C'est un sentiment qui est hyper agréable à ressentir. Énergique, productif, créatif. Ouais. Tu vois, je suis entrepreneur. Mon boulot, c'est de résoudre des problèmes toute la journée. Ouais. Et c'est gratifiant de réussir à les résoudre. C'est gratifiant de réussir à prendre de bonnes décisions. Donc, quand tu t'aperçois que tout est parfaitement bien aligné pour que tu sois à chaque fois au meilleur de ton énergie pour faire face aux situations auxquelles tu dois faire face, c'est génial, tu vois. Et d'un point de vue sportif, tu vois, tu parlais de mon accident de moto. J'ai eu plusieurs séquelles, plusieurs limitations à plusieurs endroits. Je les ai toutes récupérées. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je me suis jamais senti aussi en forme physiquement à 31 ans que de ma vie, tu vois. Alors que de manière générale, on dit toujours, ouais, plus tu vieillis, moins tu vas être bien dans ton corps, plus tu auras de difficultés à bouger. Moi, en réalité, je me sens mieux à 31 qu'à 20. C'est quand même génial, tu vois. Et même en termes de performance, j'ai l'impression d'être hyper polyvalent, que ce soit sur des sports de force, d'endurance, et même des nouveaux sports que j'ai pas l'habitude de pratiquer. J'ai une adaptabilité qui est énorme et qui me donne la sensation de pouvoir tout faire. Et justement, tu parles de ces sensations fortes, donc j'aime les défis, tu vois. Ça, c'est toujours là. Mais c'est simplement que mes défis, ils sont différents. Et donc là, par exemple, cet été, je vais faire le Mont Blanc. Et il y en a plein qui le font, c'est pas l'Everest, tu vois, mais ça se prépare, ça s'organise. Oui, mais je l'envisage, tu vois, sans aucune difficulté. J'ai fait un 4000 mètres l'année dernière sans préparation spécifique, tu vois, et c'est très bien passé parce que j'ai développé une condition physique générale qui me permet d'avoir cette adaptabilité. Et bien évidemment, je vais être moyen à chaque fois. Je vais pas devenir un grand alpiniste ni un grand coureur de trail, mais je sais courir 15 ou 20 km s'il faut. Je sais soulever une grosse barre s'il faut. Et voilà, tu vois, j'ai cette polyvalence et cette impression que mon corps est capable de répondre à toutes les sollicitations auxquelles il doit se confronter. Et donc, par là même, m'offre la liberté. La liberté, c'est vraiment le mot de relever les défis, qu'ils soient intellectuels, mentaux ou physiques, qui m'attirent. Et par la réalisation de ces défis, je satisfais
à mes addictions, Ouais, à mes différentes hormones que sont la dopamine, ouais. l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Génial, parce que là, tu as soulevé deux éléments extrêmement importants. C'est que dans la performance que l'on voit aujourd'hui, dans cette optimisation, c'est pas simplement aller plus loin en faisant plus, mais c'est plutôt pouvoir faire plus et de récupérer plus vite. Moi, à mon époque, quand j'étais à l'université, que ce soit en Belgique ou en Australie, c'était la performance. On n'avait pas trop développé ces techniques de récupération active et d'optimisation. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose qui m'a beaucoup plu dans ce que tu viens de dire, c'est cette capacité à être flexible et polyvalent dans les événements, qui soient effectivement physiques. Bon, ici, tu te mets entre guillemets dans une zone d'inconfort en allant sur le Mont Blanc, mais dans la vie de tous les jours, on a toujours justement des moments d'inconfort, et en ayant cette résilience, cette flexibilité métabolique, ben, ça te permet, que ce soit un défi physique ou un défi mental ou émotionnel, à avoir ces ressources. Et avoir des ressources aujourd'hui, on en parlera, parce que c'est une des missions de ce podcast, c'est de donner aux entrepreneurs de nouvelles notions de ces ressources par rapport à ces 2 dernières années. Toi, tu as lancé le podcast en août 2020, si j'ai de bonnes infos. Janvier 2020, je crois. Janvier Non, 2020. pardon, janvier 2021. Oui, non, j'ai commencé. Je pense que j'ai enregistré le premier épisode effectivement au mois d'août, mais je l'ai publié au mois d'août 2020, mais je l'ai publié en janvier 2021. OK. Et donc, ben, c'était une période déjà un peu intense, hein, puisque depuis mars 2020, on est dans une situation très particulière pour l'entrepreneuriat. Justement, pour continuer dans ta carrière, tu as, après avoir fait ces différents business et avoir effectivement ce premier déclic avec le CrossFit, eh bien, tu as continué à travailler énormément sur les réseaux, sur les médias, puisque entre tes 23 et tes 25 ans, tu es à la tête de 27 millions de fans, c'est ça? Ouais. Waouh! Ça représente quoi, ça, 27 millions de fans? Bah, c'était pas des fans de moi personnellement. C'était un réseau de pages Facebook qui Ouais, cumulait ensemble 27 millions de fans et sur lesquels on partageait. Je vivais dans une villa, on faisait des vidéos de DIY, de recettes de cuisine, etc., qu'on partageait sur ces pages qui évidemment avaient beaucoup d'engagement. ouais, Et donc, on avait des marques qui payaient pour qu'on utilise leurs produits dans ces vidéos. Donc, c'est ça. c'était ce qu'on appelle du brand content. Ouais. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, effectivement, c'est un business qui a bien fonctionné, même si aujourd'hui, c'est assez marrant et paradoxal. J'utilise aucun réseau social. Oui, oui, effectivement, on en parlera parce que ça m'a interpellé d'avoir cette période de toi, de ta carrière où tu es effectivement dans la gestion de 27 millions de fans. Moi, je ne sais pas ce que ça peut représenter, c'est un pays, quoi. Et puisque je viens de Belgique, donc Ah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est un petit pays. Mais tu sais, je suis franco-belge, j'ai la double nationalité. ah ben voilà. Et après, tu as la création de Pepsia qui est aujourd'hui Fabster. C'est Exact. un site de monétisation, c'est ça? Ouais, en gros, c'est une solution clé en main pour les médias. Oui, En réalité, aujourd'hui, tu dois le savoir, la majorité du trafic, 82% pour être exact, est vidéo. Donc du trafic web et vidéo. Et il concentre le support vidéo concentre la majorité des investissements publicitaires. Donc c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Et pour autant, Google et Facebook raflent 75% de la mise. Et ouais. tous les autres médias n'ont pas accès à ça. Parce qu'à la base, leur métier, c'est de faire du contenu, donc d'écrire des articles, Mhm, etc. mhm. Et ils n'ont pas de réalisateur-monteur, ils n'ont pas d'infrastructure de streaming, ils n'ont pas de player, ils n'ont pas de régie publicitaire. Donc, ils n'ont pas accès à ce monde de la vidéo. Et pour autant, il faut quand même qu'ils survivent, qu'ils paient leurs journalistes, etc., qu'ils paient leurs serveurs, et puis qu'ils apportent du dynamisme dans leurs articles pour maintenir leurs audiences. Et donc, nous, on leur offre une solution clé en main avec tout ça, en fait. Donc, un player, du streaming, une régie publicitaire et la création du contenu vidéo pour leurs articles. Oui. Et donc ça, c'est ton job d'entrepreneur principal. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné alors à ce moment-là l'envie de lancer Limitless Project, qui est quelque part plus comme une passion, ou comment ça s'est passé dans ton esprit d'entrepreneur pour passer comme ça d'un job qui, je suis certain aujourd'hui, remplissait suffisamment bien tes journées. 24 heures, je pense que c'est pas suffisant pour tout faire, mais qu'est-ce qui t'a poussé à lancer alors ce projet? Non, c'est une bonne question. Bon, bah déjà, Fabster, c'est une startup. On a fait une levée de fonds, on a développé une équipe, etc. Donc, j'y ai énormément travaillé au début. J'y travaille toujours beaucoup, mais on était arrivé à un point de développement où je ne vais pas dire que j'avais besoin de moins travailler, mais j'avais plus de personnes avec qui et sur qui me reposer.
Ouais. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que euh, une grosse partie, enfin, la majorité de ma carrière d'entrepreneur, carrière, c'est marrant, c'est un mot que j'utilise parce que tu l'utilises, mais il n'est pas dans mon vocabulaire à la base. Euh, J'étais attiré par par l'argent, en fait, pour faire Ouais. simple. Ouais. Parce que je pense que j'ai eu la sensation d'en manquer quand j'étais enfant et que je me disais que lorsque j'aurais suffisamment réussi, je pourrais faire ce que je voulais. Mhm. Pour moi, c'était la clé vers la liberté. Et ce que je voulais, c'était notamment réaliser des projets, réaliser des idées, parfois folles, sans avoir à m'inquiéter de savoir si elles me permettraient de vivre et de faire vivre ma famille. Donc voilà, j'ai créé beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises sur des opportunités que j'ai Mhm. découvertes et que j'ai essayé de combler. Et donc, ça m'a plutôt réussi jusqu'à maintenant. Mais je me suis jamais demandé qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui m'anime au fond. Tu vois, j'ai découvert des failles et j'ai trouvé des solutions à ces failles, sans me demander si elles étaient alignées avec mes valeurs et avec ce que moi, j'avais envie de transmettre au monde. Et peut-être aussi qu'il fallait que je grandisse, que je prenne en maturité, et ce qui est arrivé plus tard. Et donc, avec cette passion justement pour le potentiel humain qui prenait de plus en plus de place, et en parallèle de quoi, cet amour pour les podcasts que j'aimais Mhm. écouter lorsque j'allais promener mon chien ou que je faisais des trajets en voiture, bah, je me suis dit, voilà, il faut que j'en fasse un sur ce sujet-là. Ça me permettra de me créer un carnet de relations hyper pertinent dans ce secteur qui me passionne. Et j'aimerais bien que mon prochain projet entrepreneurial, pardon, soit lié au potentiel humain. C'est Donc, ça. et j'ai l'impression que pour découvrir une opportunité, tu vois, toutes les opportunités que j'ai découvertes avant, c'était dans des secteurs que je connaissais. Or, le sport, etc., c'est des univers que j'ai découverts tardivement. Tu vois, j'avais Mhm. 26 ans, 27 ans, donc ça fait 4 ans, tu vois, 4-5 ans, et en plus en dilettante, parce que comme tu le dis très bien, j'ai déjà un boulot de chef d'entreprise qui occupe 99% de mon temps, Mm. de mon temps de travail, je parle. Et, euh, et je sais plus où je voulais en venir. Et si, voilà, et donc du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais commencer à poser les premières pierres, les premières briques de la pyramide de mon prochain projet. Et pour découvrir des opportunités et aider les gens sur ce sujet-là qui me passionne, Mhm. il faut déjà que moi, je le maîtrise, que j'ai un pied dedans. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'est né Limitless Project. Et en plus de ça, c'est un projet qui me nourrissait énormément d'un point de vue personnel, tu vois. Parce que j'ai parfois des messages d'auditeurs qui me disent Ouais. qu'ils ont écouté tel épisode, que ça a changé leur vie. Ouais. T'imagines pas l'impact que ça a sur moi. Aussi. Moi, Ouais. Ouais. le fait de me dire que, pas que grâce à moi, tu vois, mais grâce à la conversation que j'ai eue à un invité et le fait qu'elle soit publique et audible, ça a pu changer la vie de quelqu'un. Ça me remplit de joie, de reconnaissance, de gratitude de façon beaucoup plus importante que quand je signe un contrat à 100 000 euros avec une nouvelle marque. Tu Ouais. vois, et donc ça, c'est un épanouissement hyper profond. Donc il y a ce facteur-là. Et ensuite, tous les invités que je rencontre, je vais découvrir leur univers. Donc c'est aussi quelque chose qui me pousse moi-même Ouais. à expérimenter, à explorer. C'est pour ça que j'aime bien ce mot d'exploration du potentiel humain. C'est que je vais pas seulement en discuter, je vais essayer de le découvrir, de l'amener dans ma vie, de le tester. Mhm. Et ça a participé. On parlait de chemin tout à l'heure. J'ai découvert plein de briques, plein d'évolutions psychologiques, philosophiques, spirituelles, Mhm. et donc qui me permet d'être simplement un meilleur homme et un meilleur père, parce que Mhm. depuis 15 mois, donc j'ai une fille, et donc ces notions deviennent 100 fois plus importantes parce qu'elles se doublent d'un besoin, d'une part, de lui donner, si possible, les meilleures chances dans la vie, pas trop d'insécurité, pas trop de peur, et en même temps de lui Mm. transmettre par l'exemplarité des choses et des valeurs qui me semblent importantes pour moi. C'est génial. Je sais pas comment je pourrais le décrire parce que tu as mis là en avant un élément qui, effectivement, j'ai découvert avec le lancement de ce podcast. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille dans la santé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de permettre aux gens de découvrir le potentiel et les opportunités d'être en meilleure santé, en meilleure forme, quel que soit le niveau de performance que l'on veut atteindre. Et quand tu dis rentrer dans l'univers des invités, c'est exactement ça qui m'a le plus plu depuis le lancement de ce podcast. Il y en a que je connais, il y en a que je connais moins. Je ne te connaissais pas énormément en dehors de tes podcasts, mais là, je me rends compte que à côté de cette adrénaline, de ce feu, tu as vécu ou tu vis aujourd'hui la vie avec ces opportunités et hop,
tu les prends, tu te les appropries et tu t'améliores un petit peu chaque jour. Alors que au niveau des addictions et de cette partie un peu moins vertueuse dont tu parlais tout à l'heure, ben moi j'ai très peu d'expérience parce que par rapport à toi, mon environnement, il était plutôt sain. Mon père mangeait déjà bio, il faisait du sport, on était à la campagne. Donc quelque part, j'ai un peu baigné naturellement dedans et je savais quelle était la référence d'une santé, on ne parlait pas optimale à ce moment-là ou d'optimisation, mais de base correcte. Et donc, je n'ai pas eu d'efforts à faire énormément. Après, j'ai eu l'inverse parce que j'ai eu des événements qui m'ont poussé à revenir à quelque chose que je connaissais. Mais ici, c'est vraiment trouver un équilibre dans ton quotidien par rapport à des opportunités. Parce que tu pourrais très bien te dire, oh, c'est sympa, et puis passer à autre chose. Quand je disais tout à l'heure par rapport à ton travail, j'imagine que quand on travaille dans le secteur qui est le tien, on pourrait avoir des journées de 48 heures. Parce que le travail ne peut ne jamais s'arrêter. Les opportunités sont toujours là. Mais tu as suffisamment aujourd'hui de recul, malgré cette envie de feu et de sensations, tu prends quand même le temps de t'arrêter et de réfléchir et d'optimiser ton quotidien. Je trouve ça juste fabuleux. Et j'espère que les entrepreneurs qui nous entendent et qui ont comme ça cette envie de performer et de créer, comme tu l'as dit, hein, effectivement, en tant qu'entrepreneur, il y a cet aspect financier qui est important, de réussite, mais on peut quand même joindre les deux. Parce que dans ce que j'entends, il y a plusieurs entreprises derrière ton travail, il y a eu pas mal de succès, mais tu as quand même pris le temps de faire Limitless Project, et pas uniquement pour propager l'information, mais également pour le vivre avec chacun de tes invités. C'est intéressant cette notion autant. Je pense que c'est peut-être un de mes plus gros sujets de réflexion en ce début d'année parce que, mine de rien, la présenter de la façon dont tu le présentes, ça c'est hyper bien articulé, etc. Mais comme tu le présumes très bien, déjà ma boîte me prenait énormément de temps et j'ai été rajouté en plus Limitless Project sans me demander quel impact ça aurait sur le reste. Et tu vois, et rajouter le podcast, c'est pas que les enregistrements, c'est aussi le temps que je passe à aller découvrir les univers de mes invités. Tu vois, par exemple, il y a Guillaume Mathias qui a une formation BMO sur les neurosciences que je suis, qui me prend aussi du temps. Il y a Jérôme Ratoni de Movnat qui m'a donné envie d'aller faire les certifications Movnat. Donc, je vais passer 4 jours en septembre pour aller les faire. Enfin, tu vois, à chaque fois, il y a aussi tous les trucs qui vont à côté et qui commencent à vite prendre de la place, tu vois. Et donc, ouais, j'ai toujours été assez organisé. Mes journées sont très millimétrées pour me permettre justement de faire tout ça. Parce que Limitless Project, je l'ai quand même ajouté sur mon temps libre. Je n'ai pas réduit mon temps de travail sur Fabster pour le créer, tu vois. Et donc voilà. Et donc, c'est devenu, à un moment, une organisation hyper millimétrée, avec un tableau Excel, avec des cases qui étaient bien régies. Je me levais pas à telle heure, je me couchais pas à telle heure. Et là-bas, il y a ceci, 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 ceci. Et tu vois, et quand ma femme me disait j'aimerais bien qu'on fasse ceci ou cela, si ça sortait d'une case, c'était niette, tu vois. Non, c'est pas là ton moment. Et après, si elle me dit j'ai l'impression que tu me consacres pas assez de temps, par exemple, ben, je lui montrais mon tableau, je lui dis si, regarde en pourcentage, etc. Tu vois. J'en étais arrivé à cet excès, tu vois. Et justement, accepter de prendre le temps, de perdre du temps, c'est quelque chose que j'ai appris avec ma fille. Et donc, tu vois, par exemple, maintenant, le dimanche, c'est une journée où je fais rien. Et ça, c'est quelque chose qui était complètement absent de mon vocabulaire avant, tu vois. Et là, je passe simplement ma journée de dimanche en famille avec ma fille, avec ma femme, à jouer par terre comme un con. Et j'adore ça. Et ça m'apporte énormément de bonheur. Mais donc, j'ai dû travailler justement à devenir plus laxe, plus flexible, tu vois, dans ma vie de façon générale. Et comme j'avais extrêmement bien optimisé les choses avant, j'ai l'impression d'avoir gardé les bénéfices de pouvoir réussir à faire beaucoup de choses, tout en maintenant ayant un lâcher-prise qui me permet d'une part d'être plus épanoui, puis aussi d'être plus facile à vivre pour les gens qui m'aiment et mon entourage. Mais ça a nécessité un vrai travail et ça s'est fait, encore une fois, on en revient au chemin, tu vois. Ça s'est fait en étapes. On voit mon côté excessif qui a voulu suroptimiser, mais c'est cette suroptimisation qui m'a permis maintenant de lâcher prise tout en gardant les bénéfices de ce que j'avais mis en place. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième qui me semble importante à garder à l'esprit, c'est la notion de… Tu sais, tu disais tout à l'heure que mes journées, elles pourraient durer 48 heures. Et j'ai été dans cette
dans cette frénésie du toujours plus. Mm. Mais en réalité, c'est une mauvaise conseillère parce que tu vas travailler de plus en plus, mais en étant de moins en moins concentré, de moins en moins productif, de moins en moins créatif. Tes décisions vont s'en ressentir, c'est-à-dire que tu vas beaucoup plus travailler, tu vas avoir l'impression d'avoir plus de résultats, mais tu vas prendre de moins bonnes décisions sur le long terme. Alors que la mission d'un chef d'entreprise, c'est pas que d'aller chercher de nouveaux clients, c'est surtout de donner la bonne vision et la bonne direction à sa boîte. Et pour ça, il faut quoi? Il faut toi-même être bien et aligné avec toi-même. Il faut réussir à bien dormir. Donc moi, mon sommeil est le socle de ma journée et de ma vie. Donc commencer à bien dormir. Et surtout, si tout le reste est pas bien dans ta vie, bien organisé, si tu ne te sens pas bien aligné, si tu ne te sens pas bien dans ta tête, si tu ne te sens pas heureux, eh ben, ça va être très, très difficile d'avoir la résilience nécessaire, d'avoir la force nécessaire pour combattre les tempêtes, pour rester le capitaine au moment où tout va mal. Et justement, dans ces moments-là, garder ton calme et prendre les bonnes décisions. Parce qu'en réalité, la qualité d'un chef d'entreprise, je pense qu'elle ne s'apprécie pas seulement dans tout ce qu'il va construire et créer, mais surtout dans les quelques décisions stratégiques et vraiment importantes qu'il n'y a que lui qui peut prendre, où tout le monde se repose sur lui et où là, il doit être bon, tu vois. C'est pas dans les 1000 petites qu'il n'a pas prises qui s'apprécient, mais dans ces 2-3 hyper importantes et structurantes pour toute l'avenir de sa boîte. Et pour prendre ces bonnes décisions à ce moment-là, bah, je pense qu'il faut être bien équilibré sur tous les autres piliers de ta vie. On est sur la même longueur d'onde. Et là, tu viens de résumer en 3 minutes, effectivement, tout ce que j'essaye de propager dans ce podcast. Un tout grand merci, David, de partager ton expérience avec autant de spontanéité. Parce qu'effectivement, hein, être à la fois, je dirais, en chef d'entreprise, bon, on sera vite, effectivement, dans des journées interminables. Mais quand on rentre dans ce domaine de l'optimisation de la santé, encore une fois, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. C'est mon métier. Toi, pas spécialement, mais on devient vite addict à cette information, à cette frénésie. Tu l'as bien dit, tu es passé par ce moment. Et je pense qu'on doit passer par des moments extrêmes. On doit tirer sur l'élastique pour se rendre compte que non, si on continue, ça ne va pas aller indéfiniment. Et tu as réussi, grâce à ta fille, je pense que nos enfants sont effectivement des enseignants par rapport à nos vies. Si on prend le temps, parce qu'on peut se dire, oui, mais je le ferai plus tard. Mais là, tu as pris le temps et je suis vraiment impressionné par ta sagesse et par ta maturité par rapport à ce que tu as vécu jusqu'à présent. Et j'espère, inspirant pour ceux qui nous écoutent, comme ça l'est pour moi. Et c'est ce que j'adore dans ce podcast et dans ces rencontres. C'est effectivement tous ces entrepreneurs qui ont des vécus différents. Il y en a qui sont dans le domaine de la santé, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui ont plus de 60 ans, il y en a qui sont beaucoup plus jeunes. Mais on a à chaque fois un élément qui peut nous permettre de grandir soi-même. Et honnêtement, on est à une trentaine d'épisodes maintenant. À chaque fois, j'apprends quelque chose, que je connaisse la personne ou que je ne la connaisse pas. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et du coup, tu parles justement de tes routines, de ton sommeil. On va passer à cette partie où je vais te demander un petit peu quels sont pour toi, avec les différents auteurs que tu as rencontrés. Il y en a d'ailleurs quelques-uns qu'on a en commun. Hein. Tu as récemment interviewé Matt Boulet, je l'ai eu dans mon interview d'il y a quelques semaines. Pierre Defraise aussi, qui est une source d'inspiration quand on commence sur sa chaîne YouTube, on ne s'arrête pas. Mais dans tous ces éléments-là, en tant qu'entrepreneur, en tant que père, quelles sont pour toi les quelques optimisations, biohacks que tu utilises et qui sont vraiment des éléments centraux dans ton équilibre? Oh là là, il y en a beaucoup et puis elles se sont construites et déconstruites aussi au fur et à mesure du temps. Et aussi, tu vois, je pense que la vie, c'est aussi une question de cycle. Et il y a des périodes où tu impactes plutôt et où tu mets plutôt l'accent sur certaines parties et moins sur d'autres. Et après, tu rééquilibres différemment. Et je pense qu'il faut accepter, justement, tu vois, j'adore le mouvement, essayer d'être en mouvement dans la journée, mais dans ta journée au maximum. Mais il faut accepter aussi le fait que tes routines soient en mouvement aussi et évoluent en fonction de ta vie, en fonction de la demande professionnelle, en fonction de ton environnement familial, etc. Donc ça, c'est le petit disclaimer pour démarrer. Après, déjà, la première chose qui a été importante pour moi, c'était d'optimiser mon sommeil parce que je dormais pas très bien, pour être honnête.
D'ailleurs, je pense qu'à la base, c'est pour ça que j'ai longtemps bu pas mal d'alcool, parce que j'avais le sentiment que ça m'aidait à mieux dormir. Et j'ai souvent recherché le bouton off dans mon cerveau sans Ouais. jamais vraiment réussir à le trouver. Et j'avais facilement la tête qui pensait trop, qui avait plein d'idées. Et puis, je me retrouvais embarqué dans des idées, et puis à penser, à penser. Et puis après, là, il fallait que je me lève pour les noter. Puis voilà, je mettais 2 heures, 3 heures Mm. à m'endormir. Enfin, bref, quand c'est tous les soirs, c'est fatigant. Ouais, Et, clairement. et du coup, ça, il y a plusieurs petites routines que j'ai mises en place pour m'aider à améliorer ce point. La première, c'était le sport. Clairement, le Mhm. fait de faire du sport tous les jours, de me fatiguer, et si possible, dans la première moitié de la journée. Donc pendant tout un temps, je le faisais à 6 heures du mat. Là, j'ai un petit peu changé récemment, mais normalement, je le faisais justement avant de commencer ma journée de boulot parce que ça me permettait de faire quelque chose qui est hyper important pour moi, qui est même vital. Donc de commencer ma journée par ça, en étant sûr que je pourrais le faire, parce que je le fais avant de commencer ma journée, tu vois. Et ça t'évite de faire ta journée, et puis le soir à 18 h te dire, oh là Ouais, là, putain, ouais, j'ai je suis encore trop ça à finir, fatigué. Ouais, je vais peut-être pas avoir le temps d'y ouais, aller. Et du coup, tu te stresses, tu te rajoutes un ouais, stress en disant, merde, je vais pas avoir le temps d'aller au sport et tout, machin. Tandis que là, paf, c'est fait. Tu ouais. commences déjà ta journée avec une réussite, tu vois. Une Et quand, réussite, ouais, oui, vas-y. c'est ça. Et en plus, que tu l'as dit tout à l'heure, c'est que chacun a son équilibre. Il y en a qui vont trouver effectivement le bénéfice de faire une séance en fin de journée parce que ça leur permet de libérer la tension de la journée. Mais c'est propre à chacun. Et comme tu l'as dit, les routines, elles changent. On teste, on voit un petit peu, on adapte par rapport à ses propres besoins. Et ça me fait penser à, c'est parce que tu parles de ta petite qui a 15 mois, mais on a fait beaucoup de portages avec nos enfants. Et je sais Hmm. que quand mon fils ne trouvait pas le sommeil le soir, c'est parce qu'il ne s'était pas assez dépensé de la journée. J'allais faire du portage une demi-heure le soir avec lui, parce qu'en portage, les bébés sont relativement actifs. Eh ben, il s'endormait sur moi, et je le déposais dans son lit, et il faisait sa nuit. Mais pourquoi ce serait différent pour nous? En tant C'est clair. qu'adulte, on peut se retrouver fatigué mentalement, mais pas assez physiquement pour pouvoir trouver le sommeil. Et donc, toi, c'est effectivement le sport le matin qui te permet d'avoir une journée productive et une nuit productive. Exactement. Donc, j'adore ce parallèle avec ton. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais Ouais, donc ouais, c'était mon c'est fils. c'est ton fils. Voilà. Avec ton fils, moi aussi, j'ai fait du portage. J'avais lu aussi enfin, des articles sur le sujet qui disaient qu'effectivement, ça les aidait à décharger leur Ouais. énergie. Et j'aime bien ce parallèle avec l'homme. C'est vrai que c'est exactement la même chose. Donc, ouais, le sport, après, maintenant, il prend j'ai une vision plus large de la chose, c'est-à-dire d'essayer d'avoir du mouvement un peu tout au long de la journée. Mhm, De la même façon que tu bois régulièrement, bah, essayer d'avoir mhm, du mouvement tout au long de ta journée. Et même, tu vois, à un moment, je mettais un petit minuteur Pomodoro mhm. sur 30 ou 40 minutes qui sonnait pour penser juste à me lever 2 minutes, tu vois, aller Ouais, marcher un peu, bouger un peu, etc. Ou là, si tu veux, regarde, je suis sur un tabouret et ouais, il est convexe ici en dessous, ce qui me ouais, permet de le pencher vers l'avant, vers l'arrière, tu vois, de ouais. bouger. Ça te permet d'être en mouvement aussi derrière ton ordinateur. Voilà, donc cette notion de mouvement dans ma journée et dans ma vie de manière générale, elle est vraiment centrale. Après, la méditation m'a pas mal aidé aussi. Ouais. Pendant tout un temps, je l'ai utilisé le soir, c'est-à-dire entre la fin de ma journée de boulot et le moment où je rentrais à la maison, parce que ça me permettait d'avoir un sas de décompression Génial. et d'apprendre la présence. Parce qu'en réalité, quand je rentrais à la maison, ma femme me parlait et je pensais encore aux dossiers sur lesquels Mhm. j'avais travaillé avant de partir, etc. Donc, c'était triste pour elle et puis même pour moi. Donc, ça m'a vraiment aidé à créer ce sas et à apprendre à être en conscience, en présence. Alors Mhm. maintenant, je la fais le matin, tu vois, c'est aussi l'illustration du fait que les routines évoluent avec le temps en fonction des besoins, etc. Mais entre-temps, j'ai atteint une qualité de présence qui me permet d'être vraiment là le soir quand je suis avec elle sans avoir ce sas, tu vois. Donc, donc il y a ça, j'aime beaucoup les douches froides le matin. Mhm. C'est un outil que je trouve intéressant, trouver du confort dans le froid. Ça apprend Ouais. vraiment à se concentrer sur sa respiration et à gérer toute forme de Mm. stress. Donc je trouve que c'est un outil assez puissant. Et puis en plus, tu commences du coup tous les matins par une victoire, tu vois, de Mhm. discipline vis-à-vis de toi-même, etc. Tu as ce petit shoot d'endorphine, d'adrénaline, etc., qui te booste. Donc ça te permet de te donner de l'énergie. Donc, je trouve que c'est un petit hack qui est sympa. C'est Après, sympa. Et ouais, que je t'interrompe un instant, et c'est vrai pardon, je t'en prie. que cette douche froide, j'en reparle régulièrement parce que j'ai eu quelques invités qui sont spécialisés de la méthode Wim Hof. Je la pratique moi-même depuis quelques années
Et c'est vrai que ça a effrayé beaucoup de monde quand je parle à certains de mes clients de pratiquer la douche froide. Tout d'un coup, ils se disent, mais c'est impossible. Mais quand après quelques semaines ou quelques mois, ils me disent, ah, maintenant, je la prends tous les matins. Mais voilà, c'est accessible, ça coûte rien. Il y a beaucoup de hacks d'ailleurs qui ne coûtent rien au départ. On n'est pas obligé d'aller Hmm. sur de la technologie infrarouge super coûteuse qui est passionnante aussi. Hein. Maintenant, c'est un domaine où on peut vite aussi s'emballer dans des Ouais. frais extraordinaires. Mais oui, la douche froide, en tant qu'entrepreneur, le matin, se lever, c'est même un thermostat au niveau de ta résilience, ta flexibilité. De partager juste une petite parenthèse, j'ai fait pour la première fois la Covid le 1er janvier cette année-ci. Eh bien, autant au 31 décembre, j'avais encore pris ma douche froide le matin sans problème. Bon, ici au Canada, j'ai l'impression que la température de l'eau est en cohérence avec la température extérieure. Donc en hiver, l'eau est beaucoup plus froide. Ouais, ça m'étonne pas. Euh, il m'a fallu un mois pour reprendre les douches froides parce que je sentais que le froid, avec la Covid, ma physiologie avait un peu empathie et que le froid était devenu agressif. Et donc je ne me suis Hmm. pas mis la pression. C'est ce que tu dis à plusieurs reprises. Hein, les routines, elles changent. On s'écoute. Et après, je les ai reprises et il n'y avait pas de problème. Mais ça permet justement d'avoir un petit check-up, un petit thermostat sur comment ma physiologie se comporte aujourd'hui ou en ce moment. Tu as ça aussi? Ouais, j'adore ce que tu partages. Moi, il m'est arrivé aussi enfin, là, justement, il n'y a pas très très longtemps, je suis tombé malade aussi, mais pas grand-chose, tu vois, juste ouais, je sais pas, voilà, Normal. une Ouais, sorte c'est de petit ça. rhume, quoi, voilà. Mais je veux dire, je pouvais continuer à travailler, à faire mon sport, enfin, voilà, ça impactait pas plus que ça ma vie, mais malgré tout, je sentais que ce petit stress que j'impose à mon corps le matin avec la douche froide n'était pas souhaitable. Ouais, Et pareil que toi, tu vois, j'ai mis du temps enfin, pendant peut-être 3 semaines ou un mois, j'en ai pas pris non plus, tu vois. ouais, Et je l'accepte aussi, il faut pas tomber dans le dogme et de dire, ouais, bah ouais, voilà, il faut absolument en faire tous les matins, sinon tu vas être moins bien, etc. ouais, C'est ouais. là où ça peut devenir aussi à l'inverse, plus délétère que Ouais. bénéfique. Et pour les gens qui te disent, enfin pour les gens à qui ça semble impossible, j'aime bien la philosophie de Patrick Dobar, qui est à l'Institut Maurice Dobar en Italie, Mhm. qui fait du yoga Tumo, où j'étais passé Ouais. une semaine. Et donc c'est une exposition au froid de plusieurs façons, et notamment dans l'eau. Et donc, tu vas dans une eau gelée à 0 degré et tu as quelqu'un qui rentre et qui arrive à mettre qu'un pied et qui sort tout de suite. Ah, c'est trop froid, etc. Tu vois. Et Patrick lui dit, c'est pas grave, t'inquiète pas, demain, tu essaieras de mettre le deuxième. Tu vois, il n'était pas du tout dans la performance, dans l'ego à tout Mm. prix, le fait de réussir absolument. T'as mis un pied, c'est bien. Ouais. Demain, tu essaieras de mettre le deuxième. Et à la fin, le dernier jour, on a tenu 16 minutes dans l'eau. Waouh. Mais tu vois, À c'est zéro, ça. tu vois. Ouais, ouais. Ça, j'ai pas encore fait, mais je comprends très, très bien cette progression. Et je trouve que tu l'as dit avec le podcasting, mais je trouve que on est aujourd'hui dans une ère qui est extraordinaire à ce niveau-là, parce qu'on peut avoir l'information. Et paradoxalement, dans cette notion d'optimisation et cette mouvance du biohacking, cette performance, elle n'est pas spécialement d'aller absolument à des résultats, je dirais, athlétiques de performance à tout prix. Hein, comme tu l'as dit, si tu mets un pied un jour, ben, tu mettras le deuxième le lendemain. Et si tu mets un demi le lendemain, c'est très bien aussi. C'est progressif. Et on peut grandir grâce à ça. Hein, mon mantra, c'est vraiment être en forme pour grandir à tout niveau. Et il y a Hmm. toujours moyen, comme tu le dis, le chemin, il est passionnant, il est enrichissant. C'est comme ça que on peut se sentir vivant. Et c'est ça qui m'a intéressé, ne te connaissant pas énormément avant d'avoir cette interview. Je lis ta biographie et je vois énormément d'adrénaline et de sensations, de feu par rapport aux événements et aux informations que tu avais partagées. Et je me dis, mais comment il arrive aujourd'hui, et tu l'expliques très bien, à avoir cette même sensation d'être vivant sans avoir à se faire du mal. C'est toujours cette question par rapport aux grands artistes. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de produire une œuvre d'art sans avoir souffert dans sa vie? Hmm. Les grands peintres, les grands chanteurs ont l'impression que c'est grâce à leur souffrance ils ont pu faire quelque chose de beau. Mais est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, la vie peut être belle sans se faire mal? Bien Ou sûr. est-ce qu'il faut Je- absolument avoir souffert pour ça? Bah, là, c'est deux questions différentes. Est-ce que la vie peut être belle sans se faire mal, ou est-ce que tu peux faire une belle œuvre sans avoir eu mal? Ouais. C'est deux choses différentes, parce que je pense que les grands artistes, ils ont tellement de souffrance en eux qu'ils l'extériorisent Mhm. par l'œuvre artistique.
Mhm. Tandis que quand tu as beaucoup de bonheur en toi, ben, je pense que tu as moins besoin de l'extérioriser, tu as Mhm. moins besoin de la canaliser dans une œuvre qui potentiellement sera magnifique. Mais bien sûr, j'échangerai pour rien au monde ma vie d'avant contre ma vie d'aujourd'hui. Je me sens tellement bien, tellement épanoui, tellement heureux à tout niveau, tu vois, Ouais. que je ne peux souhaiter que ça pour moi et pour les autres. Et d'ailleurs, j'essaie à mon petit niveau d'inspirer aussi les Ouais. autres. Et tu vois, comme tu le disais, toi, quelque part, tu as toujours eu la chance ou la malchance de vivre dans cet état de relative bonne santé. Et moi, le fait d'avoir connu l'envers du décor Ouais. me permet peut-être de parler à un auditoire différent qui n'a pas toujours été dans ce bel alignement Ouais. avec soi-même, avec sa santé, avec son corps. Tu vois, moi, aujourd'hui, je considère mon corps comme un temple sacré. Ouais. Alors qu'avant, je le voyais tout juste comme, Un véhicule ou ouais. ouais, Ouais. au Ouais. mieux, tu vois. Et du coup, je pense que ouais, je peux participer à transmettre un petit peu en tout cas, tu vois, je me dis, comme je te le disais tout à l'heure, je pense que tu peux pas faire. Là, tu vois, je partage les routines, etc. Tu as parlé de lumière rouge tout à l'heure, infrarouge. J'en fais Ouais. le matin, par exemple. Tu vois, Ouais. j'ai mon panneau de lumière rouge et je fais de la mobilité devant. Ouais. Et la mobilité le matin pour réveiller mon corps et tout, j'adore ça, tu vois. Mais c'est du point de détail et tu auras beau en parler à des gens, s'ils ne sont pas ouverts, ouais, ils vont pas forcément le faire. Et même s'ils le font, s'ils en voient pas l'intérêt, ils vont pas adhérer au Mm. processus et ils arrêteront au bout d'une semaine. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est entre guillemets d'inspirer les gens et de leur montrer que il y a un chemin. Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est à eux de le suivre. Et tu vois, par mon témoignage et par celui d'autres, parce que moi aussi, j'ai été inspiré par le témoignage de plein d'autres, comme je te l'ai dit, dans des podcasts, etc. Et ben, tu peux te dire, ah bah tiens, lui, il n'était pas du tout là-dedans. Il a complètement changé de vie. Et aujourd'hui, ça s'entend dans sa voix. Il Ouais. a l'air tellement mieux, tellement plus heureux, tellement respirant de vie, d'énergie, d'enthousiasme. Ça m'inspire. J'ai envie d'essayer d'aller découvrir ça. Et tu vois, je pense que c'est ce petit déclic qui donne envie d'aller vers l'avant et de suivre ton propre chemin. Et certains vont être sensibles à telle ou telle personne. Moi, je pense que j'ai fait moins de podcasts que toi. J'en ai 26 ou 27 ou 28. Et, euh, et parfois, j'ai des auditeurs qui me disent, ah, j'ai entendu cet épisode. Il a débloqué un truc dans ma tête, Ouais. paf, Exactement. et ça m'a tellement inspiré. Et pour un autre, ça sera un autre épisode. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de parole universelle. Ce qui est important, c'est simplement d'être un vecteur de passage et d'inspiration qui permettent aux gens de leur donner envie d'aller arpenter leur propre chemin. Ouais. Et donc, justement, bon, au niveau des épisodes, je pense que ça dépend un petit peu parce on doit être, à mon avis, un peu au même endroit en termes de partage parce que c'est ça qui nous anime tous les deux. Et c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir dans le podcast parce que avec les personnes que tu rencontres et ne n'étant pas dans le domaine, professionnellement parlant au départ, je voulais savoir un petit peu ce que ça t'avait donné, toute cette expérience et ce partage avec des invités prestigieux et ce qui t'avait donné envie de le partager avec une carrière. C'est vrai que tu n'utilises jamais ce mot-là et c'est intéressant effectivement parce que c'est un processus, c'est une continuité, c'est vivre la vie simplement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, être libre, pardon, de ce que tu as envie de faire, des choix que tu veux faire, et ici de l'énergie dont tu disposes. Et du coup, par rapport à ces 2 dernières années, où il ne faut pas se mentir, quel que soit l'endroit sur la planète, notre vie a changé. Il y avait probablement un avant et puis il y a un potentiel futur. Tu as une petite fille qui a 15 mois, moi les miens ils ont 7 et 15 ans. C'est leur avenir qui se joue un petit peu là depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un entrepreneur qui, depuis 2 ans, est dans l'anxiété, a l'impression que finalement, il subit son environnement, parce que les décisions politiques, c'est compliqué de les influencer, même si on sait que c'est un peu comme le colibri, chaque décision individuelle a un impact, même si on ne le voit pas spécialement. Tu l'as dit, hein, un podcast peut changer la vie d'une personne, et ça vaut toutes les heures qu'on a passées à les préparer. Mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux entrepreneurs aujourd'hui pour gérer cette anxiété, cette impression d'impuissance face à ce qui se passe aujourd'hui? J'aime bien une citation qui dit donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. C'est-à-dire vraiment comprendre ce sur quoi tu as un impact. Et Mm. là, ça vaut le coup de te torturer l'esprit pour essayer d'avoir un impact maximum et le meilleur possible.
mais de bien différencier les choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle et d'arrêter de te prendre la tête avec ça. Et ça, enfin, et puis bien sûr, c'est une belle citation et c'est facile à dire, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai effort conscient. Tu vois, quand il y a quelque chose qui t'arrive, quand il y a de l'anxiété, quand tu te dis ah là là, etc. machin, essaie de faire la part des choses entre ce sur quoi tu as un impact et ce qui est indépendant de ta volonté. Ça, c'est la première chose. Après, tu vois, tu as beaucoup parlé du contexte, le Covid, la guerre en Ukraine, etc. Et bien évidemment, c'est horrible. Mais je pense que tu peux choisir ou non de baigner dans cet écosystème d'anxiété ou non, par la diète d'information. Moi, je n'allume pas la télé, je ne la regarde pas. Je lis juste une petite newsletter qui s'appelle TTSO le matin, qui résume rapidement les 2-3 faits marquants d'actualité, et c'est tout. Et je choisis volontairement de pas prendre plus part, que ce soit aux réflexions et aux réflexions politiques, etc., à tout ce qui se passe dans le monde, à l'économie, parce que j'ai l'impression que tu, tu te fais parasiter par un tas de négativité, alors que c'est des choses sur lesquelles tu as précisément aucun pouvoir, tu vois, qui sont indépendants de ta volonté. Donc j'ai l'impression que ça t'impacte négativement sans que ça t'aide à te prendre de bonnes décisions. Et même que, enfin, tu vois, il y a des, je sais pas si tu connais Nassim Nicolas Taleb, par exemple, le signe noir ou ce genre de choses, qui montre comment est-ce que l'impression de bien maîtriser un sujet en te tenant vachement au courant de tout ce qui se passe dans le monde, de bien maîtriser la géopolitique, etc., diminue plutôt qu'elle n'augmente ta capacité à prévoir, à prévenir l'avenir, à faire des prévisions correctes sur l'avenir. Donc, tu vois, tu pourrais, je veux dire, l'argument qu'on pourrait me rétorquer, c'est oui, mais si je ne me tiens pas au courant de ça, je serai un moins bon chef d'entreprise. Ben, les faits empiriques montrent que non, ce n'est pas le cas, que le fait de garder une certaine distance par rapport à ça ne réduit pas la qualité et ta capacité de décision, de vision sur le long terme. Mais par contre, sauvegarde, à mon avis, ton équilibre mental, ton équilibre intellectuel, ton bonheur. Et voilà. Et si toi, tu es mieux dans ta vie, bah, fatalement, de façon directe et logique, eh ben, tu seras un meilleur entrepreneur, tu seras moins stressé, etc. Bien sûr, ce n'est pas la seule chose. Tu vois, il y a des choses inhérentes à ta boîte, etc. Notamment, moi, j'ai été extrêmement impacté par le Covid. L'année 2020, on a perdu 650 000 euros. Donc, je ne dis pas que c'est 650 000 euros de moins gagnés. Je dis que c'est de perte pure sur mon bilan, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc potentiellement, tu vois, ça a été une année difficile, mais je me suis concentré sur les choses sur lesquelles, les actions que je pouvais mettre en œuvre réellement pour essayer de traverser au mieux cette tempête. Et puis, je ne suis pas resté toute la journée branché sur BFM en me demandant ce qui va se passer demain, est-ce qu'ils vont reconfiner, est-ce qu'ils vont pas reconfiner, et puis le gouvernement, ils font n'importe quoi, et puis machin, etc. Il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Tu vois, t'en sors pas. Et j'en ai vu des comme ça, tu vois, surtout avec le confinement, ceux qui étaient un peu au chômage partiel, etc., qui passaient la journée devant BFM. Ils étaient tout le temps énervés, ils étaient tout le temps en colère, ils étaient tout le temps stressés. Et tu peux pas prendre de décision quand tu es dans cet état-là, on est bien d'accord. Clairement pas. Et il y a deux choses qui sont vraiment inspirantes et que j'espère les auditeurs pourront mettre en application. C'est que, un, tu fais le choix de ce que tu prends comme information. Et tu l'as dit tout à l'heure, un des premiers choix que tu fais au niveau alimentaire, c'est de ne plus manger l'alimentation qui est disponible parce qu'elle est industrielle. Mais finalement, l'information, elle est industrielle aussi. On nous balance de l'information, c'est de la fast info et finalement, c'est la junk info. Et tu te pollues la tête avec ça et ça crée une atmosphère anxiogène. Donc, tu as besoin de sélectionner les exercices qui te font du bien, le timing de sommeil qui te fait du bien et l'info qui te fait du bien. Je me permets juste de faire une parenthèse là sur l'information. Je ne suis même pas rentré dans le débat de est-ce que l'information est qualitative ou pas, mais puisque tu m'offres cette ouverture, étant donné que je suis dans ce monde-là, je me permets juste une petite parenthèse qui est de dire qu'aujourd'hui, les médias ont de plus en plus de mal à gagner de l'argent, donc à survivre. On parle de survie, simplement de survie. Et du coup, ils sont obligés par une concurrence accrue d'essayer de faire plus d'audience parce que c'est l'audience qui leur permet de gagner de l'argent grâce à la publicité. Il faut le savoir. Et donc, ils en arrivent à faire du pseudo-journalisme, c'est-à-dire à faire des articles pour faire de l'audience plutôt que de faire des articles de fond parce qu'il faut parler de tel ou tel sujet. Et donc, il y a un biais, et notamment, et le pire de tous les biais, c'est celui sur les titres. On a beaucoup entendu parler de clickbait, c'est-à-dire des titres qui donnent envie de cliquer. Et donc, aujourd'hui, tu vois, tu te dis que les grands médias d'information n'en font pas, mais en fait, ils en font quand même. Tu vois, et par exemple, j'ai pas envie de citer de nom de média, mais un média dit par exemple, je sais pas,
40% des admis à l'hôpital sont vaccinés, tu vois, en gros, pour dire que le vaccin ne fonctionne pas. Et là, je ne veux pas du tout rentrer dans la polémique de Non, s'il non. faut se faire vacciner ou pas, hein. C'est juste pour montrer comment l'information est distillée. Tu as envie de cliquer dessus parce que tu dis ah putain et tout, machin, ouais, c'est sûrement que le vaccin il marche pas, etc. Mais tu lis pas forcément l'article, tu vas juste voir le Ouais. titre, tu vas le partager sur Facebook, etc., le liker. Alors que si tu lis l'article, tu te rends compte que la stat, elle a été complètement sortie de son contexte et qu'elle veut pas dire ce que tu penses qu'elle veut dire. Ouais. Et c'est là où tu as des informations qui se propagent parce qu'en plus, après, par capillarité, le mec, il lit ça, il va le dire à ses amis, il va dire ouais, j'ai entendu le Figaro qui disait ceci, qui disait cela, etc. Alors qu'en fait, il a même pas lu l'article. Ouais. Tu vois, il s'est juste arrêté au titre et donc il a une information qui est complètement tronquée et biaisée et il va quand même participer à sa À sa diffusion. diffusion, ouais. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des gens qui pensent des choses qui en réalité ont aucun fondement initial. Ouais. C'est même pas que quelqu'un a dit quelque chose de mal à la base, c'est qu'il n'y a même pas ce fondement initial, simplement parce qu'à la base, bah, les médias, ils ont besoin de vivre et qu'ils Ouais. ont du mal à vivre. Ouais, et c'est leur job, c'est de communiquer. Donc, effectivement, c'est de placer une information au bon endroit parce qu'ils savent comment ça va être utilisé et propagé. C'est une science qui m'échappe totalement en termes de communication, de comment pouvoir justement attirer le lecteur à s'intéresser, comme tu l'as dit, au moins au titre. Et il y a un deuxième élément dans ce que tu viens de donner comme conseil par rapport à l'anxiété ambiante, c'est effectivement d'abord de choisir l'information et pour effectivement te concentrer sur ce que tu peux changer. Mais l'autre élément, c'est que ça se pratique. Parce que effectivement, passer d'une alimentation industrielle à une alimentation plus saine, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Faire du crossfit, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais pouvoir sortir des réseaux sociaux, de l'addiction aux médias et de pouvoir faire de la méditation, etc., ça ne se passe pas en 24 heures. Trop souvent, les gens se disent bah, la méditation, ça ne fonctionne pas. Regarde, j'ai médité la semaine dernière et là, je suis stressé. Bah oui, parce que c'est quelque chose qu'il faut continuellement mettre en pratique. Tu as parlé des routines, tu as parlé de ton tableau Excel et de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis ce que tu peux intégrer dans ton quotidien en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'entrepreneur avec une épouse, et puis maintenant un entrepreneur avec une épouse et une petite fille qui, elle, en 15 mois, a énormément progressé, plus qu'on n'a jamais fait, parce que c'est effectivement à ce moment-là que on est le plus malléable. Hein. On a tous les deux écouté ce que Matt Boulet explique avec l'importance justement de cette première année. Et donc tout ça, ça se travaille, malgré un petit peu nos propres habitudes ou biais ou croyances. Ouais, c'est clair, ça se travaille. D'ailleurs, par rapport à ma fille, tu as peut-être ressenti la même chose, mais moi, quand je l'ai vue sortir du ventre de sa mère, elle était toute violette avec la tête en tube, débourrelée, les yeux fermés. J'avais presque l'impression que c'était un organe humain. Tu vois, elle ressemblait même pas encore à un vrai humain fini. Tu vois, ça fait vraiment Ouais. prématuré. Et quand tu vois la vitesse d'évolution, d'apprentissage, maintenant elle escalade des escaliers à toute vitesse, etc. Pouah, tu te dis, Mm. waouh, la capacité d'apprentissage. Tu vois, au début, elle savait même pas tenir sa tête. Tu vois, ça sait Ouais. vraiment rien faire au début. Et ça Ouais. doit tout acquérir. Ça part vraiment de zéro et ça doit tout acquérir. Et la vitesse à laquelle cet apprentissage-là se fait est magnifique et ouais, je trouve ça assez incroyable. Après, ça se pratique, ouais, c'est clair, ça se pratique. Donc déjà, il faut accepter quand tu testes quelque chose, de donner assez de temps au test et pas simplement, tu vois, dire, ah, j'ai médité une fois, ça marche pas, j'arrête. Voilà, au moins te dire, bah voilà, je le fais pendant un mois et je vois si ça a un réel impact sur ma vie ou pas. Après, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, et peut-être que tu me corrigeras si je me trompe, mais souvent, quand tu peux proposer des outils, ils vont te dire, ouais, mais j'ai pas le temps de les faire. Mm. Et c'est là où justement le fait d'organiser différemment tes journées, donc notamment la diète d'information, on passe énormément de temps à regarder des informations qui, au final, je l'ai dit tout à l'heure, pour la plupart, à mon avis, ne nous servent à rien. Les réseaux sociaux, on passe énormément de temps à regarder des conneries qui nous donnent des petits shoots de dopamine. Tu sais, le cerveau, il est fait comme ça, hein. On a besoin notre cerveau, il analyse les capacités de répondre à ces stratégies addictives que sont la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine et les Mhm. endorphines. Et donc, il voit qu'à chaque fois qu'il regarde une vidéo de TikTok, il y a un effort zéro, donc sécrétion noradrénaline, cortisol zéro parce que ça lui demande pas d'effort. Et par contre, petit shot de dopamine à chaque fois. Bah Mm. paf, c'est de la dopamine gratuite, facile à avoir. Bah vas-y, Mm. je continue, je continue, je continue. Tu passes vite 10 minutes dessus à plusieurs moments de ta journée. Enfin voilà, tu vois, tout ça mis bout à bout, bah au final,
Si tu as moi, par exemple, j'aime bien le matin, c'est là où je suis le plus productif. Je me mets des blocs de deep work où je bosse sur les tâches les plus importantes de ma journée, celles qui vont vraiment avoir un impact structurel sur ma boîte. Et donc, c'est là où je fais vraiment les trucs les plus importants, tu vois. Et donc, j'ai ces blocs de deep work. Et puis, l'après-midi, je traite un peu tout ce qui est mail, etc. J'ai segmenté aussi un peu tout ça. Tu vois, par exemple, j'ai mon Gmail, parce que j'aime pas avoir ma boîte de messagerie qui est remplie de messages. Donc, il est classé avec des dossiers. Et donc, le matin, tu vois, paf, je fous dans les dossiers. S'il y a une prio 1, je la traite tout de suite. Sinon, prio 2, ça sera traité l'après-midi, parce que le matin, c'est là où j'ai toute ma créativité, où je préfère travailler sur les sujets de fond. Sinon, si c'est de la facturation, c'est seulement une fois le vendredi où j'y consacre 1 heure. Si c'est ceci, machin, tu vois. Et donc, comme ça, c'est dans des dossiers. Donc, j'ai l'impression d'avoir cette clarté intellectuelle d'une boîte de réception vide, pardon, parce que le fait qu'elle soit remplie, c'est une Ouais, ouais, forme de stress pour moi. Donc, j'aime c'est bien sûr. le fait qu'elle soit vide. Mais pour autant, je passe pas 1 heure le matin comme je le faisais avant ou 2 heures le matin à répondre à mes mails, tu vois. Je consacre ce temps où je suis hyper productif pour faire des choses sur lesquelles j'ai un réel impact. Ouais. Et tout ça pour dire, la conclusion, c'est que c'est aussi une question de choix et d'organisation. Et donc, moi, dans mes journées, j'ai identifié les routines qui avaient un réel impact sur ma vie, sur mon bonheur, sur ma productivité. Je me suis débrouillé pour les implémenter et j'ai supprimé ce qui finalement me servait à rien. Et Mm. donc, ça, c'est un travail aussi, tu vois, conscient de devoir tel un, je sais pas, ouais, voilà, tel un ouais, moi j'aime bien cette histoire de tableau parce que j'ai fait avec un tableau, tu vois, petit à petit avec des petits briques, telle une maison, voilà. Mm. Tu modifies et tu refaçonnes ta journée de telle sorte à ce qu'elle tourne autour de ton meilleur potentiel. Ça, c'est extrêmement puissant ce que tu viens de dire, et de pouvoir optimiser ce genre de perte d'énergie pour que finalement tu en aies plus pour toi, pour ta famille, pour le dimanche, être totalement relax et présent avec ceux qui te sont le plus chers. Donc, en tout cas, un tout grand merci d'avoir réservé cette heure pour nous et pour ma communauté, David. C'était vraiment très, très, très inspirant. Maintenant, quels sont les projets de Limitless en ce moment? On peut te retrouver le plus facilement, mais sur toutes les plateformes de podcasting, hein, parce que tu as un niveau de connaissance au niveau technologique bien supérieur aux miennes et c'est déjà bien rodé. Donc, on peut te retrouver sur nos minutes, entre autres, mais sur toutes les plateformes. Ouais, sur nos minutes, sur toutes les plateformes. Moi, j'ai fait l'inverse de toi, c'est-à-dire que je suis seulement en train de mettre les vidéos maintenant sur YouTube. Ouais, Donc là, les premiers enregistrements vidéo arrivent. Sinon, il y a un site qui s'appelle limitless-project.com sur lequel je publie tous les épisodes. Il y a une newsletter aussi que ouais, je publie. Donc les épisodes, c'est bimensuel. J'en publie c'est un toutes ça. les 2 semaines parce que j'ai pas le temps d'en faire plus, tu vois. Et donc la semaine où j'en publie pas, je fais une petite newsletter avec une réflexion personnelle et puis des petits comptes rendus des expériences et des tests que je fais. Donc c'est un petit peu l'évolution de ma réflexion spirituelle et philosophique sur ma Ouais. vie. Euh, et voilà, et en termes de projet, écoute, j'évite de donner malgré tout trop de place à ce projet. Il en a énormément en termes d'impact sur Mhm. ma vie, et puis j'espère sur celle de certains des auditeurs, enfin, en tout cas pour ceux qui m'écrivent. Donc, il a un gros impact à ce niveau-là, mais je veux pas qu'il me déborde. Mm. C'est-à-dire que j'ai pas envie que ça devienne un business, j'ai pas envie de gagner d'argent avec, j'ai pas envie que ça devienne trop gros pour l'instant parce que bah, malgré tout, j'ai ma boîte et que c'est quand même ça qui doit concentrer la majorité de mon énergie. Et que tu vois, il y a des gens qui manquent d'énergie et qui manquent d'idées. Moi, à l'inverse, j'ai trop d'idées et trop d'énergie. Et mon vrai travail, mon vrai challenge, c'est de réussir à la canaliser. Donc, je la canalise. Et donc, voilà. Donc, j'évite d'imaginer de nouveaux projets au-delà de ce que je fais déjà qui m'apporte déjà énormément. Tout à fait. Et justement, ton entreprise de base, tu peux la pitcher en quelques secondes pour ceux qui pourraient être intéressés par ce que tu fais dans les médias. Ben voilà, donc on travaille avec tous les médias mid-market qui voudraient implémenter des vidéos dans leur page pour générer des revenus publicitaires tout en dynamisant leurs articles avec des vidéos susceptibles d'intéresser leurs lecteurs. C'est ça. Donc, si vous êtes un média qui fait plus de 500 000 visiteurs par C'est mois ça. et que vous avez envie de générer des revenus grâce à la vidéo, on est là. Donc, c'est vraiment, tu t'adresses à des entreprises qui ont déjà un sacré poids, en fait.
Ouais, bon, après, c'est sûr que si tu prends ça sous le prisme de la Belgique, des sites qui font 500 000 visiteurs par mois, ça paraît beaucoup. Mais par exemple, si tu te places aux États-Unis, c'est rien, tu vois. C'est vrai? Ça reste des petits médias. Aux États-Unis, tu as beaucoup de médias qui font 10, 20, 30, 40, 50, tu en as à plus de 100 millions de visiteurs par mois. Wow. Donc, et en parallèle, on travaille, mais ça m'étonnerait que ce soit ton auditoire, on travaille évidemment aussi avec des marques qui Mhm. viennent sponsoriser ces vidéos sous forme de pré-roll. Donc, qui viennent annoncer et diffuser leurs spots publicitaires avant les vidéos qu'on diffuse au sein des articles des médias avec lesquels on travaille. Génial. En tout cas, David, un tout grand merci d'avoir consacré cette heure pour In Shape to Grow. Merci beaucoup pour ton partage spontané et tes conseils. À toutes et tous, merci d'avoir suivi cet épisode. D'ici notre prochain invité, je vous souhaite d'appliquer au moins un élément de ce que David a partagé avec nous, ne fût-ce qu'aller faire un print screen de votre boîte mail et voir combien de mails ne sont pas encore traités. Je pense que ce serait une statistique intéressante et de pouvoir justement faire de l'espace dans votre quotidien, dans votre agenda, dans votre tête pour pouvoir être plus efficace et finalement, comme la plupart des entrepreneurs, pouvoir profiter d'autre chose que de la gestion des urgences et des problèmes. David, je vais te souhaiter beaucoup de succès à la fois pour Limitless Project et pour ton entreprise de base. Et j'espère qu'on pourra encore se croiser à l'occasion. Écoute, merci David, c'était un échange très intéressant, très agréable. Je suis également ravi d'avoir fait ta connaissance et puis j'espère peut-être avoir l'occasion de te croiser au Canada si je Ouais, viens y faire un tour un jour ou à l'inverse, si tu descends dans nos vertes contrées ou que tu retournes dans ton pays natal en Belgique, avec grand plaisir. ce sera avec grand plaisir. Un tout grand merci, David. Merci. À Et bientôt. à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao. Ciao.